Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Romina Lischka. Bonjour Romina. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Vous étudiez la viole de gambe avec Paolo Pandolfo à la Schola Cantorum Basiliensis de Bâle, où vous obtenez le diplôme de soliste avec distinction en 2006. Vous arrivez ensuite à Bruxelles afin de bénéficier de l'enseignement de Philippe Pierlot au Conservatoire Royal, section flamande. Vous y obtenez un master avec distinction qui se termine en 2008. Depuis, vous vous produisez comme soliste avec le Collegium Vocal Gand, Gli Angeli de Genève ou Il Giardellino. Vous nourrissez une passion pour la musique classique d'Inde du Nord et étudiez le chant au Conservatoire de Rotterdam ainsi qu'à Delhi et Pune. En 2012, vous créez le Hathor Consort, un ensemble dédié à l'exploration du répertoire de consorts s'étendant de la Renaissance à l'époque baroque. Alors dites-nous, comment avez-vous découvert la viole de gambe ? J'étais encore enfant et j'ai d'abord appris la guitare et ma première prof de guitare, elle a joué la viole de gambe aussi et je l'ai entendu jouer l'instrument. Et comment vous pourriez nous expliquer ce qu'est la viole de gambe par rapport, par exemple, au violoncelle que tout le monde connaît ? Quelles sont les différences ? C'est l'ancêtre, mais... Oui, il y a plus de cordes. La taille, c'est la même chose, mais c'est plutôt le son, je trouve, pour moi. Le violoncelle, c'est plus la terre, et la viole, il y a plus d'ouverture vers le haut, il y a plus de résonance, pour moi, il y a plus de lumière, mais en même temps, il y a aussi quelque chose de très sombre. Il y a les deux, mais il y a quelque chose de plus ouvert parce qu'il y a plus de résonance, parce qu'il y a plus de cordes peut-être. Aussi, on a des frettes comme une guitare pour la main gauche, et du coup, ça fait une autre résonance avec l'archet aussi. Et donc, ça ne s'utilise pas de la même manière. Est-ce qu'on utilise autant l'archet que pour le violoncelle ou on utilise plus les doigts comme la guitare pour cet instrument ? Pour la main gauche, c'est vraiment comme la guitare, parce qu'on a beaucoup de harmonies aussi. Et pour l'archet, on tient pas l'archet comme le violoncelle, mais d'en bas comme une fourchette, en fait. Oui, c'est ça. Je comprends tout à fait. Oui, et du coup, ça a aussi notre énergie avec le corps. Alors, vous avez fondé le Hathor Consort. Alors, qu'est-ce qu'un consort d'instruments ? Un consort d'instruments, c'est une famille du même instrument. Ça veut dire, en fait, le violon, le alto, le violoncelle, c'est une famille. Les instruments à cordes. Oui, de cordes. En fait, la contrebasse, ça vient de la viole de gambe. Ça fait partie de la famille de viole de gambe, mais la viole de gambe, il y a aussi des instruments plus petits, un alto de viole ou ténor de viole, ou au-dessus du viol. Alors, c'est comme un violon, mais on tient quand même entre les jambes d'une manière comme une viole de gambe de basse. C'est ça. Alors, comme un violoncelle. Est-ce que quand dans un consort, on rassemble des instruments qui sont plus ou moins de la même époque ou on les mélange ? C'est un peu une recherche parce qu'en fait, si on veut être absolument correct, on pourrait dire pour chaque 50 années dans l'histoire de la musique, on pourrait avoir un autre consort parce que, en fait, c'est un process qui était très vivant. C'est un instrument qui a changé tout le temps pour les besoins musicaux qu'il y avait, les besoins culturels autour. Et du coup, moi, je suis en train de laisser construire un consort avec 6 instruments, mais c'est de l'époque Renaissance anglaise parce que c'est là où il y a le plus de répertoire, disons. Et souvent, on peut changer aussi le son d'un instrument beaucoup si on accorde un ton plus haut, par exemple, parce qu'il y a plus de tension et du coup, le son devient plus directionnel et on a l'impression d'un son un peu de plus tôt dans l'histoire. Alors, c'est des manières où nous, on essaie de rester pratique. Alors, au sein donc de votre consort, vous changez un petit peu en fonction du répertoire, l'instrumentarium, les instruments et aussi les musiciens ? Ça peut arriver, oui. Ça dépend. Ça dépend du répertoire. Oui. Alors, vous avez appelé votre consort Hathor, et dans l'Égypte antique, Hathor est la mère de tous les dieux. Oui. Et elle deviendra plus tard Sekhmet et ensuite Isis. Oui.
Pourquoi avoir donné le nom de Hathor à votre consort? Parce que je trouve comment dire, dans la musique ancienne, on a beaucoup de textes qui se met en musique, pas dans la musique instrumentale évidemment, mais c'était quand même plutôt la musique vocale qui était important. Et, euh, et la philosophie de ce temps, c'est la Renaissance, c'est basé sur L'Antiquité. l'Antiquité grecque, Mhm. mais l'Antiquité grecque, c'est basé sur les Égyptiens, en fait. Oui. Et pour moi, c'est juste un lien que j'ai cherché la source le plus loin, en fait, où cette sorte de pensée, philosophie a commencé. Et donc, ça reflète un petit peu la philosophie de cet ensemble? C'est un retour aux sources que vous cherchez à faire? Non, d'abord, il y a une sorte de démocratie dans cette musique, Oui, que chacun a la même importance et on répète peut-être d'une manière que j'ouvre la conversation et on parle comment on sent ça, comment on veut le faire, mais c'est pas une personne qui décide, c'est pas un chef qui décide, finalement on fait ça. Moi, ça m'intéresse plutôt de trouver quelque chose ensemble. Et je pense l'autre, c'est que je trouve on a perdu un peu la religion, je veux dire, avec nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Ou moi, je sens ça. Ou comme j'ai grandi, je sentais ça. Et je trouve la musique, c'est quand même une manière de se rencontrer, de s'ouvrir pour d'autres choses. Je ne vais pas dire quoi, mais juste pour s'ouvrir simplement et partager quelque chose. s'ouvrir à l'histoire déjà pour Oui, commencer, pour puisque commencer, peut-être ça. Peut-être c'est aussi notre fonction un peu d'apprendre à- oui, à notre culture, c'est quoi notre histoire en fait. Parce que, c'est peut-être la grande difficulté d'ailleurs de cette musique, c'est que quelqu'un qui l'entend doit se projeter un petit peu dans l'esprit de l'époque ouais. pour pouvoir la comprendre. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile de faire ces jours-ci, je pense. Oui, oui, et c'est très, notre vie est très. Maintenant, c'est moins vite qu'avant et moins bruyant avec Corona, mais en général, c'était quand même speed. Oui, Et je trouve que c'est quand même, je sens même dans les concerts maintenant que le public est beaucoup plus concentré, beaucoup plus calme, et ils sont vraiment là parce qu'ils veulent être là. Et on peut partager beaucoup plus parce qu'en fait, c'est vraiment un concert ou un moment, on partage quelque chose et c'est un échange énergétique. Et le plus le public est là et ils sont avec nous, ils sont concentrés sur la musique, on peut vraiment partager quelque chose. C'est pas juste nous, musiciens, qui sont sur scène, qui font quelque chose. C'est pas du tout vrai. Je pense souvent les gens, ils comprennent pas qu'ils sont vraiment, ils ont la même importance que nous, musiciens, qui sont sur scène. bien sûr. C'est ça Parce que c'est un l'échange, moment, on est là, on échange quelque chose, c'est une énergie qui est là, une ambiance qui est là. Et... une communion. Ouais. Alors, pour se rendre compte un petit peu de ce que vous faites, je vous propose d'écouter Lacrima Triste de John Dowland.
Alors, Lacrimae Triste de John Dolan, un extrait de l'album Lacrimae or Seven Tears, je le prononce bien. Un programme que le Hathor Consort et Romina Liška, notre invitée, donneront en concert le 20 novembre à Beaux-Arts. Alors, Romina, qu'est-ce qui vous attire dans la musique de John Dolan? Bah, d'abord, c'est... comment dire? Il a écrit une musique, des mélodies très beaux, je trouve, et très, très longs. Et je pense que c'est ça qui m'attire le plus. C'est les mélodies. Il y a une sorte de simplicité, mais en même temps... Il va à l'essentiel? Oui, il va à l'essentiel. Et aussi l'harmonie qui est autour, c'est très très beau. En fait, c'était un luthiste. Il a plutôt fait des pièces pour luth. Après, c'était presque des arrangements de pièces de luth pour un consort, pour une famille de viol de gambe. Alors, comment avez-vous conçu ce programme Lacrimae or Seven Tears? Bah, d'abord, on a commencé, on a pris les 7 larmes, parce qu'en fait, on ne sait pas pourquoi il a composé ça, parce que c'était pas typique de faire un cycle de plusieurs pièces. On ne sait pas c'est quoi la raison, ou c'est quoi son pensée derrière. Mais la mélancolie, c'était quelque chose qui était très, très important à l'époque élisabéthienne. Et c'est un peu un voyage... c'est quand même le même sujet qui revient dans chaque pavane, mais c'est chaque fois un peu différent. Et on a commencé ça avec une danseuse, avec Femke Gijsselink, qui a fait une chorégraphie sur les 7 larmes. Ah, c'est intéressant, toujours ouais, ça. Et elle était l'assistante de Kersmaker, de Rosas. Du coup, c'était aussi un style très beau, je trouve. Et après, on a même ajouté une composition contemporaine, mais ça, c'était plus tard. Et du coup, pour moi, c'était toujours un projet de chœur. Et du coup, on a enregistré ça, plus le danse, parce que c'est la collection complète pour le viol. Alors, je vous propose de poursuivre avec Mr. John Langton's Pavan de John Dolan par le Hathor Consort de Romina Liška.
Mr. John Langton Spavan de John Dolan par le Hatter Consort, un ensemble fondé par Romina Lischka, notre invitée du jour. Alors, parmi les albums que vous avez enregistrés, il y a celui consacré au compositeur peu connu Alfonso Fierabosco II. Qui était ce personnage? C'est un compositeur qui a travaillé aussi à la cour anglaise dans la Renaissance. Ça veut dire il a commencé vers 1600 jusqu'à 1630. Et c'est une figure un peu spéciale parce que, en fait, son père, il était italien. Et il était un des premiers compositeurs italiens qui sont arrivés à la cour élisabéthaine. Et à cette époque-là, c'était vraiment un fashion de faire la musique italienne, des madrigaux. Bien sûr, ça a souvent été le cas dans l'histoire de la musique. Voilà. Et lui, la c'était mode vraiment italienne. le compositeur italien sérieux à la cour qui a influencé ses collègues, en fait, ou cette mode. Et, mais lui, c'était une figure un peu compliquée aussi, parce qu'à cette époque-là, il y avait les catholiques, il y avait les protestants, et il était quand même de l'Italie catholique. Il a travaillé à la cour protestante. Ouais, voilà. Et du coup, il a voyagé beaucoup. Et à un moment donné, ils ont même pensé qu'il était un double spy. Oui, un double espion. Oui, un voilà. espion, Alors, oui, c'était jamais très clair. Pas facile à vivre, ça, non, comme situation. Voilà. Oui. Du coup, finalement, il a dû partir, mais il n'a pas eu le droit de prendre ses enfants avec lui. Oh. Et c'était Alfonso Ferrabosco le deuxième, c'était son fils, et il y avait aussi une fille. Et en fait, il n'a eu pas le droit de... Parce que en fait, la reine Elisabeth, elle a gardé pour qu'il doit revenir, mais il n'est jamais revenu. Et du coup, Alfonso Ferrabosco le deuxième, le jeune, il a grandi vraiment chez un musicien de la cour aussi. Mais c'est curieux parce que lui, il est devenu son style, comment il a fait s'est développé, oui. S'est développé, c'était très anglais. En fait, il était le seul qui a eu vraiment des racines italiennes, mais il a composé d'une manière très polyphone, strict, plutôt anglais. Et il a développé une sorte de fuga-forme qui n'existait pas encore. Alors, c'était comme une pré-fugue. Et c'était un peu la fantaisie sérieuse. Et tous ses collègues, ils ont écrit plutôt la musique comme des madrigaux, mais pour les instruments. Ils ont vraiment cherché le style italien, et lui, pas du tout. Pas du tout. Mais oui. il était en fait le seul qui a eu plus de relations avec ça. Mais et alors, dites-moi, est-ce que vous considérez que c'est une figure importante de la viole de Camp de son époque? Oui, je trouve en ce moment-là que pour le répertoire de Consort, c'était une phase très spéciale, parce que ça s'ouvrait, il y avait beaucoup de nouvelles formes qui se créaient et de nouveaux styles qui sont arrivés, se mélangeaient. Et je trouve, lui est plus Comparario, Gibbons, d'autres compositeurs c'était un cercle autour du roi aussi. Ils ont fait probablement la musique dans l'appartement du roi ensemble. Alors, c'était une phase importante pour ce répertoire-là. Alors, pour avoir une idée de la beauté de l'œuvre d'Alfonso Fierabosco, je vous propose d'écouter Coranto pour une viole lyre.
Coranto pour une viole lyre d'Alfonso Fierabosco dans l'interprétation de Romina Liška. Vous avez consacré un album à un personnage encore moins connu que Fierabosco, qui est Monsieur Demachy. Vous avez enregistré 4 suites issues de son recueil Pièces de viol en musique et en tablature, dont il semblerait que ce soit le premier recueil dédié à la viole qui soit imprimé en France. Oui. Alors, comment avez-vous fait la connaissance de ce recueil? Mais il y a une suite ou un ou deux suites de Machy entre violistes, c'est quand même connu parce que le répertoire est limité. J'ai connu d'un disque de Saval. Bien sûr. Comment j'ai aussi rencontré Tous les matins du monde, ces... c'est lui qui a un petit peu révélé au monde la viole de Gambes avec ce fameux film Tous les matins du monde avec Monsieur de Sainte-Colombe. Oui, exactement, voilà. Et Demachy, c'était un collègue de Sainte-Colombe, on pourrait dire. Ils ont les deux appris avec Othman, qui était un joueur de viol de Gambes, qui a enseigné tous les violistes à cette époque-là à Paris. Et Demachy, il y a 4 suites qui sont vraiment écrites en musique. Il y a 4 de plus qui sont en tablature qu'on connaît moins. Et pour moi, c'était très évident parce que je suis guitariste à la base et j'ai appris à lire les tablatures. Pour moi, c'est très logique parce que si on fait un instrument de corps, c'est juste très logique, voilà. Oui, c'est la base un peu, oui. Et du coup, ces suites-là, ils sont encore moins connus. Mais j'aime beaucoup son musique parce que c'est très résonnant. Il écrit de manière que c'est vraiment tous les accords qu'il faut tenir tout le temps. Alors pour la main gauche, c'est pas toujours évident parce on peut pas juste faire une note et partir avec la main gauche pour faire d'autres choses. Non, il faut vraiment garder pour que l'instrument continue à vibrer, à résonner. Et est-ce que ce recueil représente un défi technique particulier? Est-ce qu'il est complexe pour les doigts? Oui, je trouve que c'est plutôt pour la main gauche, c'est du travail. C'est du travail, quand même, oui. Et par exemple, avec cette pièce de Fierabosco, on a entendu, ça c'est le Lyra-Weill, ça c'était aussi la musique soliste pour la viole en Angleterre. C'était aussi la première fois qu'on a entendu cet instrument seul. Et ça se base aussi sur la musique de luth. En fait, c'est un peu la même chose en Angleterre, en France. C'est intéressant. Ouais. En fait, je trouve que c'est très proche l'un de l'autre. Et ils ont aussi noté tout en tablature en Angleterre. C'est intéressant. Donc, c'est 2 traditions musicales qui reviennent de la même époque, plus ou moins. Ouais. C'est ça. Alors, je vous propose d'écouter la chaconne de la suite en sol majeur de ce monsieur Demachy.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. La chaconne de la suite en sol majeur de Monsieur de Machy était interprétée par Romina Lischka. Alors Romina, vous aimez les albums concept. Parmi ceux-ci, on trouve l'album que le Hathor Consort a enregistré avec le Pluto ensemble de Marnix de Cat. Alors l'album s'appelle Animam Gementem Cano, excusez-moi, je chante l'âme éplorée. Comment avez-vous conçu cet album? Comment est-ce qu'il est né? Il est né parce que c'est très évident si on fait la musique de consort, de viol, qu'on a envie de travailler avec un ensemble vocal. Parce que en fait, la base de notre musique, ça vient de la musique vocale. Et il y a beaucoup de répertoire pour chanteurs et viol, qui est magnifique. Et ça, c'était le début, disons. Et après, on a commencé juste à chercher qu'est-ce qu'il y a de répertoire, qu'est-ce qui nous intéresse. Et on a trouvé le Requiem de Bieber, qui est super. Splendeur, c'est vraiment très, très, très beau. Et on a cherché de plus. Et après Marnix, il a cherché dans Touma, on a vu, oui, il y a un Stabat Mater. Touma est un compositeur. Un compositeur, oui, pardon, excusez-moi. Oui. Un compositeur baroque qui a travaillé à Vienne. Et qui est d'origine de tchèque. Tchèque, hein, oui, c'est bien ce qu'il me semblait, oui. Ouais. Et voilà, on a vu qu'il y a une pièce où il y a une viole de gambe dedans, parce qu'il a aussi joué la viole de gambe, lui. Et il a commencé à chercher. Et en fait, on a trouvé, oui, il y a 5 Stabat Mater. Il a commencé à regarder les partitions dans la bibliothèque et tout ça. Et après, il a cherché un, que c'était vraiment où on a vu qu'il y a une viole de gambe dedans. Une partie de viole de gambe. Et il a cherché, il a contacté une bibliothèque en Allemagne, Otto Breuren, c'est un monastère. Et il a demandé, ils ont envoyé quelque chose, il a dit non, mais il a regardé, ils ont mal classé en fait, c'était pas celui qu'il cherchait. Oui, voilà, et du coup on a découvert qu'il y a encore un qui était jamais enregistré, qui était juste dans la bibliothèque, formidable, quelque part, perdu ou mal classé. Et en plus, c'était vraiment très, très beau. Plus déjà un peu un style rococo, un peu plus comment dire, des ornements un peu plus spécifiques sur la mélodie. Le baroque, c'est quand même, comment dire, c'est quand même la mélodie qui est importante, mais c'est moins, peut-être une autre sorte de ornementation. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et est-ce que chercher dans les bibliothèques, c'est quelque chose que vous faites également aussi? Oui, je fais ça de temps en temps, oui. Mais c'est aussi parce qu'il faut faire ça un peu, parce qu'on doit toujours regarder qu'est-ce qu'il existe, ces compositeurs, regarder toutes les partitions, regarder lesquelles pièces on aime bien, on veut utiliser dans un programme. Et c'est toute une recherche à faire. Et vous avez déjà eu des chocs en trouvant les partitions en disant « mais ça c'est superbe, comment se fait-il que personne ne l'a joué ?» Pas souvent, parce que quand même, la musique ancienne, ça existe depuis un moment maintenant. Bien sûr. Et, beaucoup de gens l'ont exploré. Oui, il y a encore beaucoup de choses à explorer, je pense, mais pour ça, il faut vraiment lire beaucoup. Après, on découvre beaucoup de choses. Après, on ne sait jamais si tout est intéressant. Oui. Et ça reste quand même le même style, c'est pas... Oui, il y a moins des pièces choquant, peut-être, qui doivent rester, avant. qui sont dans les bibliothèques et qui dorment dans les bibliothèques, et on comprend pourquoi, parce qu'elles ne sont pas vraiment particulièrement intéressantes. Oui, ou c'est intéressant, mais ça reste le même répertoire quelque part. C'est ça. Je pense que c'est pas évident de trouver des choses qui choquent. Alors, je vous propose de convier nos auditeurs à écouter la sonate 8 à 5 en sol majeur d'Ignaz Franz von Bieber.
La sonate 8 à 5 en sol majeur d'Ignaz Franz von Bieber par le Hathor Consort. Romina, votre dernier album, Call to Prayer, marie la musique de Forqueray, de Marin Marais, de Monsieur de Sainte-Colombe avec les chants Drupat. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que sont les chants Drupat, c'est la plus ancienne forme de chant vocal d'Inde du Nord, et les makams arabes classiques. Comment est né ce projet? Oui, c'est Galia et moi, on s'est rencontrés il y a quelques Attends, années. pouvez-vous nous dire qui est Galia? Oui, alors Galia Benali, c'est une chanteuse tunisienne qui est aussi poète, danseuse. Elle a même sorti un livre avec des graphismes qu'elle a fait elle-même. Alors, elle fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. C'est le Mais graphisme qu'on trouve sur la couverture? oui, c'est elle qui a C'est fait ça. superbe, oui. Oui, 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 elle fait ça très beau. Mais d'abord, elle est chanteuse. Et on s'est rencontrés dans un autre projet, juste comme ça. On a senti du début qu'il y a une connexion entre nous et quelque chose qu'on a envie de découvrir. Mais ça a pris quelques années. Et en 2016, je pense, ou 15, je ne sais pas, on a commencé à se rencontrer de temps en temps. Essayer des pièces, essayer des choses. On a toujours improvisé, toujours enregistré. On s'est rencontrés, on ne s'est pas vu pendant 3 mois. On a encore une fois fait une après-midi comme ça. Et lentement, ce projet était né. Et en 2017, on a commencé à faire un premier concert. Et après, il y a Vincent Noré, qui est le contrebassiste, qu'on a invité parce qu'on sentait qu'on a besoin un peu plus de soutien et rythme et tout ça. Et voilà, et comme ça, le projet est né et on a enregistré en automne dernier. Alors, dans ce projet, il y a des makams arabes classiques. Qu'est-ce que c'est un makam? Un makam, c'est un mode. Disons qu'on a, comme nous, dans la musique de l'Ouest, on a une gamme. C'est ça, c'est Ouais. c'est une gamme. Mais c'est comme un raga, c'est aussi une gamme. Oui. Mais en même temps, c'est un peu plus que ça. C'est aussi une ambiance, c'est un sentiment, c'est un peu plus de choses attachées autour. Mais peut-être c'était pour une gamme chez nous aussi comme ça, mais on a perdu ça un peu. Alors, vous êtes passionné de chant Drupat. Comment vous est venue cette passion? Donc, je rappelle ce que c'est le chant Drupat. Oui. C'est la plus ancienne forme de chant vocal d'Inde du Nord. Oui. J'ai toujours aimé écouter la musique indienne du Nord. Et en fait, c'était parce que j'ai appris la viole. Il y avait une fille qui a aussi appris chez le même prof. Et son père a fait la musique indienne. Et lui, il joue le sitar. Il est américain, mais il habite à Vienne. Et il a appris avec Nikhil Banerjee, qui a appris avec Ravi Shankar, même période. Oh là là, ouais. Alors, c'était vraiment... J'ai tombé juste comme ça dans le... Parfait. Oui. C'est une bonne référence. Oui, ça. oui. Et j'ai commencé à jouer un peu du sarangi, j'ai commencé à chanter un peu, mais c'était juste... J'ai eu 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. C'était un peu pour le plaisir, comme ça. Et après, ça restait dans ma tête. J'ai étudié en Suisse, la viole. Et j'ai juste eu envie de chanter, d'improviser, de trouver ma voix à moi, peut-être un petit peu aussi. Et via un autre musicien, j'ai rencontré Marianne Swasse, qui enseigne à Rotterdam, le chant Drupat, une Hollandaise, qui a vraiment étudié avec les Dagar en Inde. Et vous êtes vous-même parti à New Delhi et à Pune pour apprendre, pour perfectionner dans cette... Oui, je suis allée pendant quelques années, chaque année là-bas. Et c'est très différent. C'est un peu comme on s'imagine d'apprendre dans les temps médiévaux. On habite avec le maître. Le maître, on vit ensemble, on chante à 4 heures du matin, on chante dans la nuit, on chante... c'est un rythme complètement différent. Souvent, on enseigne en groupe et c'est une tradition orale. Ça veut dire on lit pas quelque chose, il donne un exercice et tu le fais pendant 2 semaines, après il donne encore un exercice. Oui. Pendant 2 semaines, le même exercice? Oui, mais c'est même pas beaucoup parce que si on apprend un raga, on apprend ça pendant 1 an. On n'apprend pas d'autres choses parce qu'il faut vraiment, c'est comme une langue, il faut apprendre et parce que rien est fixé et rien est noté vraiment.
Il faut juste écouter, refaire, écouter, refaire. Et il faut faire ça pendant des années. C'est le corps qui apprend, c'est pas la tête qui apprend. C'est ça. Et ça prend du temps. Mais une fois qu'on a compris la base, on peut apprendre d'autres ragas beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que les premières années, il faut vraiment faire un raga dans 1 an ou 6 mois. Et donc, vous avez appris ces ragas, vous êtes imprégné de cette culture. Est-ce que ça a modifié votre approche de la viole de gambe, de votre approche de la musique occidentale en général, cette expérience? Oui, je pense. Et en quoi? Oui, parce que cette expérience apprend vraiment avec le corps et pas avec la tête, parce que dans notre système, c'est beaucoup plus la tête qui veut comprendre quelque chose, et après on essaie de le faire avec le corps, mais on n'a pas beaucoup de patience non plus. Ou moi, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de patience. Moi, c'est la même chose. Et du coup, ça, c'était différent. Et aussi, ce sentiment d'improviser, de connaître vraiment quelque chose que je peux chanter pendant une demi-heure, juste comme ça. Pour la musique ancienne, il faut vraiment ou improviser dans ce style et apprendre chaque style séparément, parce qu'il y a beaucoup de styles qu'on fait, en fait. Ou il faut vraiment apprendre à cœur, et aussi parce que j'ai commencé à chanter avec la respiration, ça fait aussi, ça a changé beaucoup pour moi. C'est une respiration abdominale Non, on respire toujours avec le nez. Oui. Et on exhale avec le chant. Mais c'est juste de respirer. Si on joue une flûte ou on chante, c'est logique d'utiliser ça. Mais quand on joue un instrument de corde, on n'a pas besoin de respirer. Oui. Et du coup, ça a changé beaucoup comment je joue. Et aussi cette liberté de se libérer d'une partition qui est fixe, un truc qui est fixe. Ça ouvre... oui, ça vous libère quelque part. Parce libère, que c'est vrai que les partitions classiques, on veut absolument observer. Le texte est la Bible un petit peu, et donc l'improvisation, c'est justement la créativité du moment présent. Oui. Et donc on pourrait croire à la base que l'un s'oppose à l'autre, mais ils sont finalement complémentaires, je pense. Oui, et aussi qu'on a l'impression, avec la musique ancienne surtout, on est très occupé à lire, et c'est quoi le style, et est-ce que je fais ça correct, et tout ça. Tout à fait. Mais finalement, on peut lire tout ça, on peut savoir tout ça, mais il faut juste faire la musique soi-même, il faut juste dire quelque chose, être dans le moment qu'on partage la musique avec quelqu'un d'autre, et c'est pas si important finalement. Si on est conscient de tout, on le sait, on peut lâcher, on peut juste faire la musique. Alors, je vous propose d'écouter maintenant un morceau, Teriak, de l'album Call to Prayer. Et donc, Romina Lischka accompagne Galia Benali avec Vincent Noiret. بكل صبح وكل إشراق أبكي عليكم بدمع مشتاق بكل صبح وكل إشراق أبكي عليكم بدمع مشتاق خلى السعد حياة الهوى كبدي قد لسعت حياة الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وتراقي فإنه رقيتي وتراقي
بكل صبح وكل شراق أبكي عليكم بدمع مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وتراقي فإنه رقيتي وتراقي بكل صبح وكل شراق أبكي عليكم بدمع مشتاق قد لسعت حية الهوى كبدي قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب إلا الحبيب إلا الحبيب الذي شغفت به فإنه رقيتي وتراقي فإنه رقيتي وتراقي Alors, en général, que racontent les textes de Galia Quel est son contenu? Galia, elle fait des textes, je pense, assez différents. Elle utilise des fois aussi des textes des poètes qu'elle connaît elle-même. Mais c'est souvent, à la base, il y a quelque chose soufi. Soufi, c'est Oui, plutôt d'inspiration soufi. Oui, Et parce que ça parle beaucoup de l'âme, de la connexion avec Dieu, même si des fois ça parle aussi de la révolution ou d'autres choses, mais il y a toujours à la base, c'est l'âme qui parle. Et donc c'est des textes plutôt anciens qu'elle choisit? Des fois, oui. Il y a des textes anciens, il y a un texte qui est d'une dame soufie, que c'était un peu vu comme Hildegard von Bingen chez nous. Ah oui, c'est ça. Oui, oh là là, il y a des textes comme ça, mais il y a aussi des textes
d'un ami poète d'elle qui a écrit sur la Révolution en 2011. Oui, tout à fait. Oui. Mais en même temps, c'est pas un texte politique, ça reste toujours... c'est l'âme qui parle, toujours. Alors, tout ce mélange, hein, les ragas Drupad, les makams arabes, la musique de Marin Marais et d'Antoine Forqueret, qu'est-ce qui, selon vous, les unit, les rassemble? Une question difficile. Oui, non, pour nous, c'est un voyage à dire, c'est d'abord, c'est quoi une prière et de peut-être voir que au premier moment, on fait un pas derrière de la vie quotidienne. On se recule un petit peu, on prend une distance. De nous-mêmes, de tout autour. Et quand on fait ça, il y a un espace qui ouvre, qui est neutre, qui n'est pas coloré, disons, et qui est l'essence, en fait. Et c'est ça qu'on a cherché à faire. Moi, j'ai fait la musique ancienne, j'ai fait la musique indienne. Galia a fait la musique arabe, mais elle est très ouverte. Elle adore la musique occidentale. Voilà. On a les deux fait un pas derrière avec nous-mêmes, mais en même temps, on a cherché comment on peut mettre ensemble, on fait une symbiose. Oui. Et ça marche très très bien, je dois dire. Oui, et il faut juste se libérer un peu de certaines formes, de dire, OK, je ne dois pas faire toute la structure. On peut se libérer de changer un petit peu. Mais on a cherché beaucoup. C'est vraiment, chaque pièce, c'est un peu un monde pour soi. Et c'était un processus qui a pris beaucoup de temps aussi. Mais voilà, on a pris le temps de le faire et c'était naturel. On était content de le faire. Et maintenant, on a, je pense, quelque chose quand même... C'est très, très réussi. Oui. Alors, je vous propose d'écouter Carillon de Passy d'Antoine Forqueret par Romina Lischka, extrait de l'album Call to Prayer.
Vous êtes sur Radio Judaïka, vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le carillon de Passy d'Antoine Forqueret par Romina Lischka, extrait de son album Call to Prayer. Alors Romina, vous semblez curieuse de beaucoup de traditions musicales. D'où vous vient cette curiosité? J'ai aucune idée. Je ne sais Comment pas, ça c'était se fait que toujours vous comme avez ça. comme ça exploré? Alors, C'est comme j'ai toujours eu envie de voyager beaucoup, ça m'intéresse, je peux pas expliquer vraiment. C'est juste, je trouve ça très coloreux, j'aime beaucoup. Ouais, ça me donne beaucoup. vous avez une âme d'exploratrice? Oui, oui, je pense, j'aime beaucoup de comprendre des choses et de savoir c'est quoi l'expérience derrière ça. Et je suis pas très... oui, je viens de Vienne, j'ai habité en Suisse, maintenant j'habite en Belgique, j'ai étudié en Hollande, j'ai étudié en Inde, j'ai voyagé beaucoup, je ne sais pas, c'est quelque chose qui... Je suis pas très fixée sur un truc culturel ou... Le monde est votre maison. Oui, un petit peu, je pense... C'est juste très riche d'avoir toute cette variation. Mais je pense qu'on peut, dans l'essence, toujours trouver quelque chose qui est commun. Et, c'est peut-être ça qui m'intéresse. C'est ça, de Ouais. trouver le lien. Oui. Et alors, dites-moi, est-ce qu'il y a encore d'autres traditions musicales ou artistiques que vous voulez, dans un futur proche ou plus lointain, explorer? Est-ce qu'il y a encore d'autres univers musicaux, traditions musicales que vous allez explorer? Oui, j'ai envie de savoir plus sur la musique perse. Ah oui, oh. Ouais, ça m'attire. Mais aussi, j'ai envie de... Là, dans tout ce temps que c'était beaucoup plus calme, j'ai aussi senti que j'ai envie de voir encore dans nos racines celtes, parce que j'ai découvert qu'en fait, toute l'Europe, c'était celte à un moment donné. Celte en français. Celte, ah pardon, Oui, excusez-moi. Non, je comprends. Oui, celte. Et là, la musique du Nord ou de l'Est aussi, par exemple, il y a une musicienne lituanaise qui habite aussi en Belgique que j'ai envie de travailler avec, mais aussi de la Suède. Alors, je trouve ça c'est intéressant de... Ah oui, c'est passionnant, bravo. Oui, ou d'Irlande aussi, mais c'est encore très vague. Vous allez aller C'est vers juste- le nord. Vous êtes allé au sud et maintenant vous allez aller vers le Oui, nord. mais je ne sais pas, même... Je suis très ouverte. On va voir. Ça, je pense toujours quand il y a quelque chose à apprendre ou à faire, ça vient vers nous. Alors, je vous propose de continuer à explorer votre disque Call to Prayer avec l'extrait Le badinage, la Taloumi de Marin Marais par Romina Lischka, Galia Benali et Vincent Noiret. Nous l'écoutons maintenant. يا شاغلا فكري بالله لا تلمي فلئن رأيتني مجذوبا بالله لا تلمي حرفان كان سببي حرفان كان سببي للمرض والسقم
قسما قسما بحرف الحاء أولهم قسما قسما بحرف الحاء أولهم بكيت بعدا واشتياقا منك إليك بكيت بعدا واشتياقا منك إليك وتوحدا بك فيك بالله لا تنمي قسما بحرف الحاء أولهم بكيت بعدا واشتياقا منك إليك وتوحدا بك فيك وبعدا عنك وهجرانا بلا سبب جررت أقدامي غصبا بباء جررت أقدامي غصبا بباء فعز هواني على قلبي فعز هواني على قلبي فعز هواني على قلبي أقسمت أن أفنى في الحرفين فطعنت بالجران قلبي أقسمت أن أفنى في الحرفين فطعنت بالهجران قلبي فصرت مجذوبا بك فيك فصرت مجذوبا بك فيك بالله بالله لا تلمي بالله لا تلمي بالله لا تلمي. Alors, le badinage, la taloumi de Marin Marais par Romina Liška, Galia Benali et Vincent Noiret, un extrait de leur album Call to Prayer qui est paru chez Fuga Libera. Romina Liška se produira au Palais des Beaux-Arts le 20 novembre. Romina, il est de tradition dans notre émission Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'avez-vous choisi comme morceau? J'ai choisi de Joni Mitchell, Both Sides Now. Alors pourquoi ce choix? Parce que les années 70, c'est aussi une certaine attiration pour moi, parce que je trouve il y a beaucoup de musique qui est écrite à cette époque-là, et c'était vraiment des musiciens et des poètes qui ont fait de superbes choses. Et c'est un esprit que je vois maintenant dans la musique populaire, je vois moins, je trouve. J'ai l'impression que, ou peut-être je ne connais pas assez bien pour le savoir,
Mais c'était juste une vague. Les songwriters, à la Bob Dylan. Et je trouve Joni Mitchell, elle est très spécifique. Elle fait la musique. Je pense que c'est juste elle qui peut chanter ses chansons parce que c'est aussi vocalement un peu complexe, j'ai l'impression. Mais pour elle, c'est très naturel et c'est... ça suit le texte très près. Hein, oui. Quelque part, il y a quelque chose de très simple, on comprend tout de suite. Mais c'est pas simple non plus. C'est pas simpliste, oui. Non, musicalement, il y a quelque chose. Oui, je trouve que c'est assez élaboré. Et surtout la version que vous avez choisie, qui est une version complètement orchestrale, magnifiquement orchestrée, donne une dimension encore plus cosmique. Ce que j'aime beaucoup aussi, parce que quand on entend cette version-là, elle était déjà beaucoup plus âgée et sa voix était beaucoup plus grave. Oui. Et c'est quelque chose dans la musique classique, on ne se permet pas de changer la voix parce que si on fait la musique traditionnelle, c'est normal que notre voix change et devient plus bas et ça change la musique et ça change tout. Et je trouve ça très beau. Et ça me manque des fois dans la musique classique. Alors je vous propose d'écouter maintenant Joni Mitchell, Both Sides Now. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way.
Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. Alors nous venons d'écouter Both Sides Now, interprété et composé par Johnny Mitchell. Il s'agissait du choix de notre invitée, Romina Liška. Votre rendez-vous musical Appassionato touche à sa fin. Merci beaucoup Romina Liška d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à Ila Erean d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Judaïka 90.2 FM. מטוסים חוצים שמיים עמוסים כמוני מנסים למצוא שבילים שאף אחד עוד לא היה בם רק לרגע תהילה שיגמר בעוד שנייה אורות קווים כולם הולכים אבל רוצים אליך רק הפעם אולי כבר נרד מהסיבוב הזה כל מה שרצינו בסוף נמצא כאן סוף דבר הכל נשמע בסוף היום אתה איתה אבל כותב שירים של מישהו שאין לו לילה איך הם אוהבים אותך רוצים לקחת חתיכה הם לא יודעים שגם אתה רוצה לחיות בשקט רק הפעם אולי כבר נרד מהסיבוב הזה כל מה שרצינו בסוף נמצא כאן אם אני לבד אז גם אתה לבד גם אתה לבד אם אני לבד אז גם אתה לבד גם אתה לבד
עוברת על מדרכות, עוד לא החלטת אם להיות או לא להיות. אני דפוק, אני יודע,